C'est un grand honneur pour moi de participer à ce colloque, parce que rendre hommage au professeur Thérèse Pagnol, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la Marie Curie de la deuxième moitié du XXe siècle, et elle est injustement maltraitée dans la mémoire de la collectivité scientifique. Donc, elle est décédée le 8 janvier 2014 et nous allons remonter son histoire de l'époque où elle aurait pu devenir centenaire et où, à quelques mois près, elle est décédée à 99 ans. Next. Voilà, donc je commencerai par dire que sa dernière œuvre publiée est une œuvre de poésie. C'était une poète. C'est une célébrité relative qui est comme ça, mais elle a été reconnue comme telle. Next. Bon, c'est aussi une femme écrivain et mémorialiste de l'histoire des femmes, du combat des femmes. Ça a été publié il y a à peu près une quinzaine d'années et vous trouverez dedans des portraits très d'avant-garde de Madame Varé-Sinoussi, par exemple, si je n'écorche pas son nom, Claude Idée, Madame Stoppa-Lyonnais, etc. Enfin, donc, des gens d'une très grande valeur. Next. Bien, et puis c'est aussi un écrivain mémorialiste et elle a écrit son autobiographie il y a à peu près 20 ans. Je l'avais aidé d'ailleurs dans la rédaction de sa biographie et c'est un exploit à deux titres. La première, c'est que la plupart des gens ont considéré que c'était un roman alors que c'est une autobiographie. Et la deuxième, c'est qu'elle a eu tellement de succès qu'elle a été rééditée 10 ans plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est une femme et c'est un destin. Et on va donc remonter vers comme ça, de la fin au début de sa carrière. Next. Bien, donc alors nous n'irons pas sur Internet parce que j'ai fait un essai, c'est pas évident. Mais avant de mourir, elle était très riche, veuve et sans enfant, et elle a fait une fondation qui porte son nom et celui de son mari, nous reviendrons là-dessus, et c'est une fondation qui est dédiée à la recherche ce qu'on appelle les neurosciences aujourd'hui. Chez suivant, c'est une chose qu'ils distribuent énormément là. Donc c'est une femme qui a fait une carrière de professeur, chef de service de biophysique et de médecine nucléaire au CHU Bretonneau de Tours de 1968 à 1980. Et là, elle a inventé l'imagerie cardiaque isotopique avec le professeur Mireille Fauchier, qui est une vedette locale également très connue. Elle a eu, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les gens qui font de la médecine nucléaire, elle a eu le prix von Evesi, qui est un des gens qui sont à l'origine de la recherche à Berkeley. Cliché suivant. Alors, Thérèse Pagnol a également créé l'ultrasonographie duplex Doppler à Clermont-Solo. C'est extraordinaire de penser que cette femme, qui donc a été nommée alors qu'elle avait 45 ans à peu près, a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait un appel d'offres pour recruter quelqu'un qui lui permette d'ouvrir un laboratoire d'échographie ultrasonore. C'était dans les années 68-70, et elle a recruté donc Léandre Bourselot, qui est un ingénieur acousticien de la faculté de Lyon, enfin de l'école d'acoustique de Lyon, pas du tout médecin, et qui est venu et qui a inventé donc le Doppler. C'est quelque chose, enfin, Fizeau et Doppler ont bien entendu découvert le Doppler, mais l'application médicale, c'est véritablement Léandre Bourselot qui l'a fait, et les Japonais n'ont jamais compris pourquoi les Français avaient été aussi nuls dans la promotion de ces
travaux industriels. C'est un échec total, alors qu'il aurait tout à fait été possible que la France soit en tête. Bien, cliché suivant. Donc, elle a fondé la Société française pour l'application des ultrasons à la médecine et à la biologie, l'ASFO, en 1972, et elle a participé à la Fondation européenne, à la Fédération européenne, et quand j'ai été trésorier de cette fédération, j'ai fait créer une Thérèse Player Lecture lors des congrès au son qui ont lieu tous les 2 ans. Donc, au moins à l'étranger, on se rappelle qui est Thérèse Player. Elle m'a donc formé, elle et son équipe. Je l'avais connue quand j'étais externe à l'hôpital de la Pitié, cliché suivant, où elle était l'assistante du professeur Suisse. Bon, à SFOM 95, quand j'étais alors président d'ASFOM, nous avons fait un congrès qui était exclusivement organisé par des femmes, puisque c'était l'année de la femme. Et nous avons eu la chance de pouvoir promouvoir le professeur Hiroki Watanabe de Kyoto, qui est un urologue japonais. Nous l'avons fait membre d'honneur de la Société française, et c'est l'homme qui a inventé l'endoscopie endorectale. Vous voyez, nous sommes très loin, évidemment, de l'imagerie de la femme. Cliché suivant. Thérèse Player a contribué avec Ducassou, Tavernier et moi-même, ce sont des tiges qui ont leur temps de célébrité, à l'harmonisation des relations entre radiologues et biophysiciens qui se haïssaient. C'était une haine profonde. Et nous avons donc travaillé grâce au fait que j'ai pu me former chez Thérèse Player et que j'avais en tant que dirigeant des dirigeants de la radiologie française, j'ai eu la possibilité de faire des rapprochements par le biais de l'échographie. C'est l'histoire de l'échographie dans la réalité qui mériterait d'être racontée. Et c'est chez Thérèse Player, par exemple, que nous avons pu trouver la renaissance de l'International Society of Oncology, dont Boris Tubiana et moi-même étions les présidents en 1996, et que les Américains avaient fait une crise épouvantable que nous avons dû réparer. Thérèse Player était une remarquable diplomate et elle a été médaille du centre Antoine Béclair, enfin la médaille Antoine Béclair en 1996, ce qui est une consécration également de sa qualité d'imageuse. Next. Alors, en remontant dans le temps, on s'aperçoit qu'en 1967, c'est-à-dire qu'elle a plus de 40 ans, pardon, elle a presque 50 ans, oui, elle a presque 50 ans, elle est la première femme française agrégée de biophysique. Et elle est nommée au CHU de Caen, où elle va rester 1 an. Et grâce à mai 68, au grand soutien de Robert Debré, elle a pu muter au CHU de Tours, où elle est devenue chef de service à l'hôpital Bretonneau. Et vous comprenez que si elle est partie en province, c'est parce que Paris n'en a pas voulu. Cliché suivant. Alors pourquoi? Bien, parce qu'elle était trop brillante, c'était une femme beaucoup plus intelligente que ses rivaux masculins. Et on n'aime pas le talent, vous savez, c'est assez universel d'ailleurs, mais Thérèse Player a été attachée assistante du professeur Henri Fischgold, qui était le chef de service de neuroradiologie de la Pitié. Et c'est là où je l'ai connu, d'ailleurs, en 1964. Et j'ai failli d'ailleurs lui dire, tiens, je vous suivrai bien dans votre carrière, parce qu'elle avait inventé l'échoencéphalographie A avec son mari, qui est donc l'ingénieur René Plagnol, qui était un polytechnicien richissime, ex-mine, qui ne s'était pas établi professionnellement. C'est un homme qui vivait dans le XVIIIe siècle. Mais par contre, il a conçu l'échoencéphalographe, pardon, il y a une faute de frappe, l'échoencéphalographe A avec son épouse.
Next. Alors, ils se sont mariés, donc, c'est un mariage à la fois de type arrangé et d'amour, car je les ai connus à la fin de la vie de M. Pagnol, et je peux dire que c'était un ménage extraordinaire. Bon. Donc, non seulement elle a inventé l'éco-encéphalographie, elle a aussi inventé la gamma-encéphalographie, toujours quand elle était attachée, assistante du professeur Henri Fischel, à la Pitié. Cliché suivant, elle a donc publié les 2 livres qui sont référencés ici, et c'est ce qui lui a permis de devenir, d'être titulaire du prix von Hevesy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant Maurice Tubiana. Cliché suivant, ils ont toujours été très amis. Et c'est normal, puisque si elle est devenue génitrice de la neuroimagerie isotopique et ultrasonore, c'est parce qu'elle a fait sa thèse de doctorat en médecine avec Maurice Tubiana, quand celui-ci était chef de clinique de Robert Debré. Donc nous remontons vers 1950. Elle a fait quelque chose qui était assez extraordinaire, c'était une thèse sur le radiodiagnostic par les radioisotopes et cloisonnement du liquide céphalorachidien chez les enfants atteints de méningite tuberculeuse, traité par la streptomycine par Jean Bernard à l'hôpital des enfants malades, c'est 1951. Et elle a alors décidé d'abandonner, cliché suivant, la pédiatrie pour devenir en fait un médecin assez inclassable. Elle était docteur en médecine. Mais elle était aussi, elle a été donc étudiante en médecine et externe des hôpitaux de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, intéressée par la psychiatrie et par la neuropsychiatrie. Et elle a été nommée, alors ça, je ne peux pas vous le décrire en 15 minutes, c'est pas possible. Elle a été nommée d'une façon ahurissante interne des hôpitaux de Paris, dernière de sa promotion. C'est un roman policier, un thriller. Et elle a fait sa dernière année d'internat chez le professeur Robert Debré, donc vers 1950. Cliché suivant. Alors remontons encore dans Une femme et un destin. On s'aperçoit qu'en fait, de 1937 à 1947, elle s'appelait Duperron, et elle était secrétaire des directeurs généraux de l'assistance publique à Paris. Louis Mourier, qui était un homme très particulier, l'autorise à s'inscrire à la faculté des sciences, mais tout en travaillant comme secrétaire, mais elle refuse qu'elle s'inscrive à la faculté de médecine, car elle, ce qu'elle voulait, c'était faire médecine. Et par contre, il l'autorise à faire une licence S-Sciences. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une licence S-Sciences, mais c'est plus physico-chimie que sciences naturelles. Et puis, en 1900, je suppose que c'est vers 1939-40, que M. Serge Gasse, qui est un homme sulfureux parce qu'il a été suspect d'être complice de la Shoah, mais c'était un homme qui, en dehors de cette mauvaise presse, c'était un homme intelligent qui l'a autorisé à s'inscrire à la faculté de médecine. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a commencé l'étude de médecine. Oui, elle est née en 1925, en 1914, donc elle s'inscrit en 1940, elle a plus de 30 ans. Cliché suivant. Et une star est née le 25 décembre 1914, mais elle est née de parents inconnus parce qu'elle a été abandonnée à l'assistance publique à Paris par une mère qui deviendra une clochard. Donc elle retrouvera la trace en allant pirater les dossiers des pupilles de l'assistance publique dans les sous-sols de l'avenue Victoria, où elle était secrétaire, un acte parfaitement illégal. Elle a pu savoir comme ça que, abandonnée sous le nom de Thérèse Duperron, du nom de sa mère, elle a, dans la réalité, elle a été
conçue par un père qui était peintre, un peintre de l'école de Vence, je ne sais plus quel était le chef de l'école de peinture, mais toujours est-il que c'est un homme qui est mort pendant la guerre de 14. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, voilà. C'est très important comme réflexion parce que j'en ai souvent discuté avec elle. C'est le problème de connaître ses racines. C'est obligatoire de connaître ses racines. C'est le problème de l'identification de l'individu par rapport à sa génétique. C'est à la fois anthropologique, sociologique, biologique, tout ce qu'on voit, peu importe. C'est quelque chose qui est essentiel. Cliché suivant. Alors, en fait, elle avait donc été pupille de l'assistance publique, élevée à Sauxilange en Auvergne, chez des fermiers très simples, qu'elle a beaucoup aimés et qui l'ont beaucoup aimée. Donc ça a été très important pour elle, elle leur est restée très fidèle. Et ça, c'est extraordinaire. Et elle avait un frère de lait, qui était un homme, je dirais, qui n'était pas à la hauteur de son niveau intellectuel, mais qui a vraiment été son complice dans l'existence. Et au 75e anniversaire de Thérèse Espagnole, son frère de lait était là avec sa compagne, car Thérèse n'a jamais renié sa famille adoptive. Et c'est fondamental aussi d'être aimé. C'était une écolière brillante qui a été boursière, titulaire du baccalauréat en 1935, je pense. Cliché suivant. Alors le problème, c'est que quand on est pupille de l'assistance publique, on est choyé par l'avenue Victoria jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis à 20 ans, c'est fini. Pourquoi? Parce que les garçons vont comme conscrits au service militaire. Alors les filles, c'est pareil, hein, c'est l'égalité sexuelle avant l'autre. Hein, et les filles doivent travailler. C'est donc la raison pour laquelle elle a été recrutée comme secrétaire avenue Victoria. Je pense que c'est plus intéressant de faire sa biographie en remontant que de le faire en descendant. Cliché suivant. Alors, Thérèse Espagnole a été une femme magnifique jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai connue donc jusqu'à l'âge de 98 ans. Et je peux vous dire, ça c'est une femme en 2001 qui a 85 ans. Et je ne peux pas m'empêcher de citer sa filleule qui était Colette Lumel, enfin qui est Colette Lumel, qui m'a dit un jour un homme qui ne tombe pas amoureux de Thérèse n'est pas un homme. Et effectivement, cette femme avait un pouvoir de séduction extraordinaire, dont elle savait parfaitement jouer, hein, qui a été un atout fantastique dans sa vie. Et comme elle était pupille de l'assistance publique et qu'elle avait eu une vie très dure, il ne fallait pas lui faire de baratin, elle ne reconnaissait que l'authenticité des gens. Elle méprisait 98% de l'humanité, mais les 2% qui restaient, ça marchait bien. Donc, pour moi, on peut dire que plus que Marie Curie, je pense que c'est presque une Dinon de l'Enclos du XXe siècle. Je n'ai pas dévoilé sa vie sentimentale. Je sais qu'elle avait énormément de séduction. Elle était extrêmement pudique à ce sujet. Et elle vivait à une époque où, quand on voulait faire une carrière, il fallait quand même faire attention à ce qu'on faisait. Et je pense que c'était à la fois une femme à la fois moderne et conventionnelle dans sa façon de voir la vie. Cliché suivant. Alors, Thérèse Espagnole n'a eu que des enfants spirituels, une école universitaire et hospitalière hautement prolifique, régionale, nationale, européenne, internationale. Mais, comme la plupart des femmes que je connais, qui ont eu des fonctions, qui les ont encore, elle a nommé des hommes. Ça, c'est je lui avais dit, et Frédéric Putel vous en touchera un mot aussi. Cliché suivant. Les femmes, c'est, vous savez ce que disait
la femme de Laurent de Gosse, enfin Françoise de Gosse, qui dit, Madame Van der Berg disait, le féminin de PUPH, c'est PH. Ah oui. Un praticien hospitalier, professeur d'université. Alors, elle n'a eu que des enfants spirituels et ma femme et moi, nous avons eu la chance, à la mort de son mari, de se connaître à ce moment-là et de nouer des relations qui ont duré jusqu'à la fin. Et vous voyez dans quel décor il vivait, c'était un décor magnifique, il était propriétaire d'un château, etc. Donc, partie d'un abandon, c'est une carrière américaine, si vous voulez, mais d'une très grande aristocratie, si je puis dire, l'aristocratie du cœur, pas l'aristocratie des carriéristes. Cliché suivant. Alors, j'aurais voulu, je vais donc, si Frédéric Cutten l'accepte, vous introduire la communication de Frédéric Cutten, de Karen Kinkel, puisqu'elle n'est pas venue et que j'ai débordé longtemps. Je vais donc vous dire un résumé de ce qu'aurait dit Karen Kinkel. C'est l'histoire de l'imagerie de la femme, et c'est très important de rappeler que moi, étant formé chez Frédéric Cutten, chez Thérèse Pagnol, je suis devenu échographiste, et à ce titre, je me suis passionné pour l'imagerie de la femme. Et ça, c'est très intéressant de voir aussi, en 1918, quand donc elle avait 4 ans, qu'on en était à toto familière et d'utéro, et que, je ne sais pas si vous lisez la légende, c'est très humoristique. Chez suivant, donc, l'imagerie de la femme, pendant très longtemps, ça a été une affaire d'homme. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Thérèse Pagnol, vous pouvez aller sur mon site personnel, jfma.fr, vous trouverez cet article, Thérèse Pagnol, des numéros, et moi, une mémorial, c'est illustré. Je crois que ça peut être. C'est facile à trouver par Google. Fichier suivant. Alors, quelques diapositives en espagnol, parce que je suis trilingue, et j'ai présenté une conférence sur l'histoire de la radiologie urogénitale au Mexique, en Europe, et l'uroradiologie conventionnelle en 1996, est-ce que c'était autre chose que du pipi? Cliché suivant. Eh bien, il faut voir que pour la majorité des gens, l'urologie, c'était une urologie de marbre. Cliché suivant. Et grâce à Jean-René Michel, dont vous voyez le livre Radiologie du l'urètre, et Jean, j'ai été son assistant, nous nous sommes intéressés à l'appareil urinaire de la femme au plan radiologique, et nous avons inventé, je dirais avec les Suédois, la radiologie de l'urètre féminin. C'est-à-dire pour la première fois, on voyait quand même de façon assez claire comment une femme pissait debout. C'est important pour étudier à la fois la statique périnéale et l'urètre, là où une femme avec diverticules de l'urètre d'origine infectieuse, cliché suivant. Bon, alors je vais donc vous dire que j'ai eu le bonheur de créer, dans une certaine mesure, l'imagerie médicale de la femme en Europe. Je ne méconnais pas ce qu'a fait mon collègue de Montpellier, dont me fuit sur le moment, mais c'est lié à mon âge. Je crois que c'est nous qui avons créé le concept d'imagerie pour l'Europe, parce que j'étais à l'époque titulaire de nombreuses responsabilités internationales, et j'ai pu discuter en particulier avec les Américains, qui étaient très très intéressés par l'imagerie de la femme, mais dans une optique sexiste. Moi, j'étais dans une optique qui n'a jamais accepté la dissociation du couple homme-femme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis battu
Et j'ai été vaincu, c'est la victoire à la virus, de ceux qui ont fait l'hôpital mère-enfant aux enfants malades, en transformant les enfants malades en équerres, ce qui est la pire connerie qu'on n'ait jamais fait, et malheureusement, je suis tout seul dans ce moment. Peut-être avec Frédéric, mais nous n'avons pas eu beaucoup. Alors, je dirais que l'imagerie de la femme, c'est grâce au recrutement de Karen Kinkel comme chef de clinique que j'ai pu créer cela, parce qu'elle avait commencé par être, c'est une Allemande, qui avait, par les accords Erasmus, qui avait fait, je pense que Erasmus à l'époque, enfin, qui était bachelière franco-allemande, et elle avait fait sa médecine, et elle avait voulu se spécialiser en gynécologie obstétrique. Donc elle avait à la fois une formation de gynécologie obstétrique et de radiologue. Je l'ai recrutée, là encore, sur appel d'offres, et grâce à elle, j'ai pu avoir un dialogue beaucoup moins corporatiste avec l'équipe de Mauvais Jarvis, dont nous parlera Frédéric peut-être tout à l'heure. Et elle a formé donc des élèves avant de partir à San Francisco, parce que bien entendu, les Américains l'ont séduite, et on avait besoin pour l'expansion de son cerveau, c'est exceptionnel. Et maintenant, donc, elle est professeure à Genève, après avoir été formée chez Edith Grissac à San Francisco. Edith Grissac est une des grandes spécialistes de l'imagerie de la femme déviée, puisque maintenant elle s'occupe du cancer de la prostate. Mais elle a formé Bénédicte Vincent, qui a été remarquable chez le clinique, s'est installée dans le privé à Nantes. Et puis Corinne Baléguier, qui est, je crois, en passe d'être nommée peut-être un jour à Villejuif, professeur. Pour le moment, elle ne l'est pas. C'est une fille extrêmement brillante que j'ai eu l'honneur d'avoir convertie à l'idée de devenir spécialiste de l'imagerie médicale. Et Karen Kinkel et Corinne Baléguier ont fondé le journal d'imagerie médicale de la femme chez Elsevier, revue francophone, il y a une dizaine d'années, ce qui est un succès remarquable. Cliché suivant, bien entendu, Karen Kinkel n'a plus qu'une influence maintenant européenne. En France, on ne l'active pas. Alors, je voudrais dire donc l'introduction de l'imagerie de la femme via Tours et Necker, c'est l'histoire d'un projet mirifique fondé sur 3 paramètres fondamentaux, miraculeusement réunis à Necker dans les années 75, l'arrivée de la gynécologie médicale et de l'endocrinologie, je pourrais dire, avec l'équipe de Pierre Mauvais-Jarvis, donc Frédéric Butel et Nicole Sterkers, c'est Frédéric qui nous en parlera tout à l'heure. La découverte des potentiels de l'échographie des parties molles de haute définition chez Thérèse Bagnol. Alors Daniel Pourcelot, qui n'est pas médecin, faisait l'échographie de la thyroïde et faisait l'échographie du sein. Avec des appareils dégueulasses. C'était ignoble, mais j'ai compris une chose, c'est que c'était possible, à condition d'avoir une très belle machine. Et j'ai eu la chance d'avoir un fantastique appareil. C'est comme ça qu'avec Nicole Sterkers, nous avons lancé l'échographie du sein et avec d'autres, j'ai lancé l'échographie parathyroïdienne. Voilà. Et l'héritage neuroradiologique de Necker, grâce à Jean-René Michel, qui a été véritablement un homme obstiné à vaincre toutes les réticences qui consistaient à faire de la radiologie, de l'appareil génital féminin dynamique. Voilà. Cliché suivant, je pense que je suis dans les temps. Alors, voilà ce qu'étaient les pionniers de la radiologie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré l'image de l'examen au spéculum. Ça, c'est
le premier radiodiagnostic du détroit supérieur par Bouchacourt en 1898, c'est-à-dire 2 ans après la découverte des rayons X. Hein. Vous avez un tableau ultra célèbre de la radiothérapie par Chicoteau, qui était aussi un radiologue très intéressant. Ça, ce tableau date de 1904. Cliché suivant. Bon, et il faut parler de l'importance qu'a représenté la découverte du lipiodol chez Guervet, qui est une très belle réussite française qui perdure. Et grâce à une histoire aussi très particulière, Monsieur Forestier a inventé une stéréographie opaque au lipiodol, et les anciens se rappellent que quand il y avait un microsalpinx, ça faisait des bulles, ça avait des pics de lipiodol dans les cavités. Fichier suivant va être terminé. Bon, 1914, c'est la naissance de Thérèse Pagnol. C'est aussi Marie Curie, qui est devenue cette année-là directrice du laboratoire de physique du nouvel Institut du radio. Cliché suivant. Voilà, c'est fini. Merci. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour ce congrès réflexion sur les femmes dans le monde universitaire. Et comme française, je vais parler en français. Alors, je vais vous parler en fait de l'histoire de l'endocrinologie et de la reproduction à l'hôpital Necker, où finalement pendant 30 ans, de 1976 à 2006, et avec Jean-François Moreau qui nous a offert l'imagerie, on a pu faire une endocrinologie de la reproduction de qualité avec, on va dire, une spécialité associée et complémentaire qui est la gynécologie. Alors, le chef de service, c'était le professeur Louis Jarvis, que vous voyez là, avec donc qui était chef du service d'endocrinologie de la reproduction à l'hôpital Necker à partir de... Tu devrais... Non, je vais passer tes diapositives. Non, merci. Donc il est arrivé en 1976 où il a pris le service du docteur Albert Necker, auquel il a donné une dimension universitaire. Et puis en 1986, il est devenu directeur du DESC, c'est-à-dire un diplôme d'études supérieures et complémentaires en endocrinologie de la reproduction et gynécologie médicale. Et jusqu'en 1994, moi je vais lui succéder à la fois comme chef de service et puis comme directeur du DESC. Alors comment est-ce que Pierre Mauvais-Jarvis, qui était en fait un clinicien endocrinologue d'origine, a pu devenir le fondateur d'une endocrinologie de la reproduction connue au niveau international? Eh bien, il avait lui-même un certain nombre d'atouts en main, puisque son père adoptif était en fait un gynécologue, le docteur Jarvis, qui appartenait à l'école prestigieuse de l'hôpital Broca. Son patron en endocrinologie avait la chaire d'endocrinologie, le professeur Jacques Lecourt. Et puis il y avait un parent et cousin qui avait la chaire de biochimie, le professeur Max Fernangel. Et vous avez vu tout à l'heure la première image d'examen gynécologique présenté par Jean-François Moreau. C'était le père de Max Fernangel, Félix Gey, qui a fait un bouquin au tout début du siècle avec les femmes dans toutes les positions et avec toute la physiologie et toute la pathologie. Donc il y avait des atouts, on va dire, familiaux. Et puis, lui qui était clinicien, en fait, il s'est investi dans la biochimie et la biochimie des hormones stéroïdes. Il a été accueilli à l'INSERM par celui qui sera le professeur Émile Beaulieu, qui est toujours là, académicien des sciences. Et puis, le professeur Pierre Desgrès, à la Pitié, lui a offert un laboratoire de biochimie dans lequel il a pu mener ses recherches.
Alors, le professeur Maurice Jarvis, il était tout à fait remarquable, on va dire, intellectuellement, à la fois pour l'acuité de son jugement, pour ses idées originales, pour son esprit sans cesse en mouvement, et puis son refus des idées reçues, et surtout la rigueur de son raisonnement. Alors ceci dit, quand on parle de Maurice Jarvis et ses collaborateurs, il faut savoir que c'est surtout des collaboratrices, parce qu'il avait tendance à être misogyne. Et finalement, ses assistants et collaborateurs ont été essentiellement des femmes. Les hommes, en fait, ne supportaient pas du tout la rigueur de ces jugements, et ils se taillaient. Et puis, par contre, les femmes étaient beaucoup plus résistantes et étaient capables d'évaluer le bénéfice qu'il y avait à côtoyer finalement un esprit d'une grande acuité et qui était parfois fulgurant. Donc c'est en fait entouré par des femmes qu'il a mené sa carrière et qu'il a pu construire cette école médicale de renommée internationale. Alors, pour vous prouver qu'il était entouré de femmes, voilà son laboratoire. Vous connaissez ici Françoise Wright et Irène Mavzovitch qui dirigeaient l'équipe de biochimie. Un seul homme qui est un postdoc d'origine grecque. Et puis, voilà ses principales collaboratrices. Vous trouvez ici Françoise Wright et Irène Mavzovitch, les biochimistes. Ici, Nicole Sterkers, Brigitte Citrus-Bar et Geneviève Pubureau, qui, à des époques successives, ont travaillé sur l'embryodépendance du tissu mammaire et l'origine et les traitements des mastopathies de ligne. Brigitte Citrus-Bar a aussi travaillé sur la contraception hormonale orale et Geneviève Pubureau sur l'action des stéroïdes sur la coagulation. Et puis, vous avez ici Anne Pompel et moi-même qui avons allié des activités de clinique en endocrinologie et gynécologie et puis de recherche au laboratoire. Alors, quand il a succédé au docteur Albert Netter, il a quand même gardé certains des collaborateurs d'Albert Netter. En fait, c'est pareil, seules les femmes ont pu supporter de rester avec lui. Les collaborateurs hommes sont tous partis. Donc, il a bénéficié finalement des talents de Jacqueline Canatan, qui était spécialiste à l'époque et militante de la contraception et de sexologie, de Clara Pellissier, qui assurait l'équilibre hormonal des femmes, des patients de l'équipe en danger, et puis qui était une grande spécialiste des traitements par les progestatifs. Yvette Salomon, qui a créé avec Pierre Jarvis et Raphaël Rapaport la gynécologie des enfants et des adolescents, parce que c'est une spécialité passerelle, mais qui est extrêmement importante, parce que les pédiatres ne connaissent pas toujours la puberté et les endocrinologues ne connaissent pas toujours ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et puis Madame Yaneva qui a fait un post-INSERM et qui est spécialiste en pédagogie. Alors, ces concepts, c'était que l'endocrinologie, c'était directement issu de la méthode expérimentale de Fontana, qu'elle était basée sur un raisonnement physiopathologique. On n'acceptait pas les recettes. Et que l'activité clinique inspirait les programmes de recherche en biochimie qui, de ce fait, apportaient des réponses aux questions qui se posaient. Donc, à partir de recherches fondamentales, eh bien, sont apparues des retombées cliniques, diagnostiques et thérapeutiques. Alors, quels sont les principaux thèmes sur lesquels Jarvis et ses collaboratrices ont travaillé? Eh bien, le métabolisme des androgènes, les traitements utilisant des hormones stéroïdes, et en soulignant l'avantage de l'administration de la voie percutanée des stéroïdes, le traitement hormonal de la ménopause, et puis les mastopathies bénignes. Alors, le métabolisme des androgènes, eh bien,
cette équipe a montré que la peau, c'était un organe sexuellement différencié, parce qu'il y a dans la peau une enzyme, la 5-alpha-réductase, qui transforme la testostérone en son métabolite actif, qui a 5 fois plus d'affinité pour le récepteur, la dihydrotestostérone. Et cette activité de la 5-alpha-réductase, elle est haute chez les hommes, elle est beaucoup plus basse chez les femmes, elle est effondrée chez les sujets hypogonadiques, mais stimulable si on donne des androgènes. Alors voilà une cellule cutanée avec la testostérone qui rentre et qui peut être transformée par la 5-alpha-réductase en dihydrotestostérone. Et là, les études qui montrent cette activité 5-alpha-réductase haute chez les hommes, basse chez les femmes et effondrée dans les cas d'hypogonadisme. Dans l'hirsutisme, alors il y a quelques cas historiques. Dans l'hirsutisme, il y a 2 types d'hirsutisme. Il y a les femmes qui ont une hyperproduction d'androgènes et la 5-alpha-réductase y est haute parce que stimulée par ces androgènes. Et puis il y a des femmes chez qui les androgènes sont complètement normaux. Il n'y a pas d'hyperproduction, par contre elles ont une 5-alpha-réductase qui est de façon innée importante, surtout au niveau du bassin méditerranéen. Et c'est ce qui a été appelé l'hirsutisme idiopathique, puisqu'il n'y a pas d'hyperproduction d'androgènes, mais une hypersensibilité aux androgènes. Et là, vous avez la 5-alpha-réductase chez les femmes basse, chez les hommes haut. Vous voyez, chez les femmes hirsutes, presque équivalent aux hommes. Et parmi 3 groupes de femmes hirsutes, quand il y a une hyperproduction ovarienne, c'est stimulé, mais c'est dans l'hirsutisme idiopathique, où il n'y a pas d'hyperproduction d'androgènes, que la 5-alpha-réductase est la plus haute. Donc, en fait, l'hirsutisme idiopathique, c'est une maladie de l'organe cible et pas une maladie d'hypo-hypersécrétion. Alors, le traitement, c'est un anti-androgène, l'acétate de cyprotérol, qui bloque l'action des androgènes au niveau de l'organe cible de la peau. Alors voilà une des formules utilisant l'acétate de cyprotérol, un comprimé 21 jours par mois, avec de l'estrogène. On va voir l'intérêt de l'équipe pour les hormones stéroïdes administrées par voie percutanée. Et donc, toute cette équipe a été à l'origine de la conception, d'administration de ces hormones stéroïdes par voie percutanée et du développement. Et ce travail a été fait en amont du laboratoire. On ne testait pas les idées des laboratoires, on leur soumettait des idées. Donc, estradiol, progestérone, dihydrotestostérone ont fait l'objet de commercialisation de traitements pouvant administrer ces différentes hormones. Et on voit les collaborateurs, donc Brigitte Citruc-Noir, qui a publié là un article dans le Journal of Clinical Endocrinologie et Métabolisme sur les effets biologiques de l'estradiol, avec des effets différents selon qu'il est administré par voie orale ou par voie percutanée. Et vous voyez ici l'angiotensinogène, le substrat d'arénine, chez des femmes qui sont traitées par des estrogènes oraux, avec une stimulation de cet angiotensinogène, alors que par voie percutanée, ça ne bouge pas. Ici, la sex-binding protéine, qui est un grand marqueur hépatique de l'action des estrogènes, lorsque les estrogènes sont administrés par voie orale, et par contre, par voie percutanée, ça ne bouge pas. Donc, la voie d'administration fait que les estrogènes ont des effets complètement différents selon qu'ils soient administrés par voie orale ou par voie percutanée, c'est-à-dire gel, ou par voie transdermique, patch. Et donc, par voie orale, les estrogènes ont un effet maximal au niveau du foie et stimulent le substrat de la région. Les VSDL triglycérides, c'est la crème fraîche dans les vaisseaux, et puis les facteurs de coagulation. Alors, vous avez là tous les facteurs de coagulation. Et les estrogènes par voie orale, il faut le savoir, induisent une hypercoagulabilité. Alors, cette hypercoagulabilité a des conséquences sur le risque de thromboembolie veineuse. Par voie transdermique ou percutanée, il n'y a pas d'augmentation du risque. Par voie orale, c'est une multiplication du risque par 3 ou 4. Et donc, ces constatations
des effets différents de l'administration des estrogènes par voie orale et percutanée sont à l'origine de différences de traitement de la ménopause. Aux États-Unis, ils restent fidèles aux estrogènes par voie orale. C'est le prémarin, hein, c'est des estrogènes extraits de l'urine de juments gravides et puis associés à un progestatif de synthèse et d'oxyprogestérone acétate. Alors après, on est étonné qu'il y ait des problèmes notamment vasculaires ou métaboliques. Par contre, en Europe et surtout en France, on reste dans la majorité des cas fidèles à l'administration par voie percutanée, donc évitant les effets hépatiques et associés à la progestérone naturelle. Les études maintenant sur le tissu mammaire. Eh bien, c'est avec Nicole Sterker, c'est puis Brigitte Citruc-Var et Geneviève Pucquereau que ces études ont été principalement menées, Anne Vaupel et moi-même aussi au niveau du laboratoire. Alors, le problème, c'était quelle était véritablement l'hormonodépendance du tissu mammaire, d'où venaient ces mastopathies bénignes, c'est-à-dire ces nodulles qu'on trouve dans les seins, qui ne sont pas des cancers, qu'est-ce que ça va devenir, et puis proposition de stratégie thérapeutique. Donc, il a été mis en évidence l'importance du déséquilibre des sécrétions entre l'estradiol et la progestérone, les deux hormones de la femme. Et là, vous avez toute l'équipe qui a participé à cette travaux. Brigitte Citruc-Var avait étudié les dosages d'estradiol et de progestérone sur 550 femmes qui avaient des mastopathies bénignes, alors certaines avaient l'ovulation, donc elles sécrétaient des estrogènes mais pas de progestérone. Celles qui avaient une ovulation avaient clairement une progestérone en dessous du taux normal de la progestérone. Donc, les conclusions, c'était que on sait que les estrogènes sont mitogènes, favorisent la prolifération des cellules cibles, et que la progestérone agit en deux temps, mais elle réduit l'œdème, la prolifération, et puis elle tente à stimuler la différenciation des cellules et finalement l'apoptosis. Donc ce déséquilibre estradiol-progestérone qui peut induire une hyperplasie des cellules mammaires paraissait important de le corriger. Donc, considérant qu'il y a de très nombreuses équipes qui ont fait les mêmes constatations, et donc considérant ce déséquilibre estradiol-progestérone, les progestatifs ont été proposés comme un traitement à la fois pour corriger la cause de l'osteopathie bénigne, c'est-à-dire l'insuffisance de progestérone, et puis sa conséquence, c'est-à-dire l'hyperplasie des cellules épithéliales. Alors les résultats sont favorables. À chaque fois qu'il y a un édème, c'est-à-dire une mastodynie, ou bien une hyperplasie cellulaire, donc le traitement est possible en cas de mastodynie ou de fibroadénome récent. Il y a encore une hyperplasie cellulaire. Par contre, quand la sclérose, la fibrose est installée, eh bien, la progestérone ne peut rien et le traitement est juste stabilisant sur les kystes après aspiration et puis les fibroadénomes anciens et les mastoses fibroblastiques. Mais de toute façon, ça permet de prévenir les rechutes. Donc à chaque fois qu'il y a une insuffisance en progestérone, que ce soit la phase du cardio, l'angioline adéquate, le cycle anovulatoire, et donc insuffisance en progestérone, on sait que ça favorise les mastopathies bénignes. On sait que c'est aussi un terrain de cancer du sein. La question c'est est-ce qu'il y a des relations entre les mastopathies bénignes et le cancer du sein. On sait que certaines mastopathies bénignes augmentent le risque de survenue d'un cancer du sein. Alors, Marie Jarvis et puis Nicole Sterker, c'est Geneviève Pucquereau ont fait une étude sur 6 ans, mais ils ont continué sur 10 ans et ça confirme. Et ils ont comparé des groupes de femmes avec mastopathies bénignes traitées par progestative ou non traitées. Vous voyez que celles qui sont traitées ont un risque de cancer du sein par rapport aux autres qui diminue avec le temps de façon absolument linéaire. Et ce résultat est obtenu uniquement avec des progestatifs non-stéroïdes qui ont un pouvoir anti-estrogénique fort, alors que les autres progestatifs, qui sont sans doute efficaces sur l'endomètre, n'ont pas cette efficacité au niveau du sein. Alors Pierre-André Jarvis, c'était un vrai leader, un innovateur, un visionnaire. Il a été pionnier la voie percutanée de l'administration des hormones stéroïdes.
peut dire qu'il a été champion de la lutte pour la santé des femmes. La question, c'est après lui, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire qu'après lui, son équipe va essaimer en 1994, donc moi je vais lui succéder à Necker, et puis finalement transférer le service dans le cadre des restructurations de l'assistance publique. Il y a 5 services adultes de Necker qui ont été déménagés. C'est vrai que la Pitié-Salpêtrière était un site d'accueil tout à fait enviable, où nous avons pu intégrer un grand département avec 5 services d'endocrinologie complémentaire à lipides, diabète, nutrition, thyroïde et puis la reproduction pour lui. Alors, voilà les 5 services et la reproduction avec mon assistant de l'époque et successeur maintenant, Philippe Tourelle. Anne Coppel est allée fonder une unité de gynécologie endocrinienne à l'Hôtel Dieu, qui maintenant vient de déménager à Cochin, où là encore, c'est un site d'accueil tout à fait bien pour cette spécialité, parce qu'il y a les chirurgiens, il y a les obstétriciens, et c'est complémentaire. Et elle a pu nommer à l'agrégation Geneviève Pupico, qui travaille à la fois sur le sein et sur la communication. Brigitte Citruc-Var a émigré aux États-Unis et a été promue au PUI de New York dans le département d'innovation thérapeutique. Il y a quand même un homme là qui a essaimé aussi, c'est le fils de Pierre Mauvais-Jarvis, Franck, qui travaille aux États-Unis sur les relations entre les stéroïdes et le métabolisme physique. Donc, répondre, c'est la dernière diapo. Merci beaucoup. Donc, sur le plan universitaire aussi, le travail a continué, puisqu'on sait qu'en 1986, il y avait une réforme qui supprimait la spécialité de gynécologie médicale, il restait juste l'obstétrique et la chirurgie. Et en 2003, avec Anne Bonpère, on a pu obtenir la recréation de cette spécialité comme spécialité universitaire. En 2003, on a eu 20 étudiants nommés à l'internat en gynécologie médicale. L'année dernière, 48 étudiants. Donc on peut dire que la succession est organisée et que cette discipline essentielle pour la santé des femmes est en marche. Voilà, je vous remercie. So this is a story about Elena Vincentiano Mary Fuscari, considered to be the first female ophthalmology professor in 1920 around the world. We tell about the first wave of female university students, the first wave of women that entered the Romanian academia at the time of men's work. Afterward, as remarkable scientists with the highest position of tenor university professor. Intelligent, ambitious, hard-working, and tenacious, Elena Vincentiano Fuscari got involved in scientific life as soon as she graduated from the local university. She went all the way up to professor position at the age of 45 and managed to connect the field of ophthalmology to European standards. In rather difficult times, immediately after World War I, the importance of the organizational and pioneering work she carried out is also demonstrated by the fact that the Department of Ophthalmology of the University Hospital of Iași, Romania, is named after her. Well, now let's start from the beginning. She was born in Pennsylvania in 1875 and moved to Romania in Iași in 1889 together with her family. Her father, Aron Dețușeanu, became professor of Latin at the University of Iași, USA. So she attended for her secondary studies the United Institutes, a famous private school at the times, where they had the best professor in the area. So this is her application to the right for the baccalaureate examination in 1893, and to the right her father's approval certificate.
This is a list with all the baccalaureate candidates. And in detail, her baccalaureate examination is number 31. You can see her marks. Anyway, but written examination average grade was 6.5. Her oral examination was 8, and general average grade 7.25. So it was, today since it's a small average grade, but it was very high at the time. In fact, only the 8 boys and 5 girls passed their baccalaureate examination with the marks over 7 out of 78 candidates. So it was a percentage of 60.6%. She had very high grades in physics and natural sciences, so 10 mark. The expected choice was to attend either the Faculty of Science or the Faculty of Medicine, so we can find her at the fall of 1893 among the first year medical students. Well, the principle of mixed higher education was earlier relatively easy to get accepted in the Romanian universities in the 1880s. Just about a decade after the first cases that appeared in Switzerland and France, and the same time as in Italy, Poland, or Great Britain. Romanian case study represents a certain interest, considering that the universities opened their door to women some 2 decades earlier than Central and to other Central and Southeastern European universities, like Germany or Greece. It may be partially explained by the fact that the Romanian academia had maintained privileged relations with Western pedagogical principles, and in particular with the French academic world. It is a well-known fact that most of the university professors from Bucharest and Iași had studied or received advanced training in their disciplines in Paris. So the young female students used to choose departments of humanities, the letters faculty, and sciences, which offered them the option to embark on teaching careers and at secondary and vocational school after graduation. They were also attracted by medical studies, which were equally popular within Romanian and Jewish students. As a rule, the female students were specializing either in areas related to women's health or areas with strong social resonance. And here the first female application for letters in medicine. This is the distribution of faculties regarding female students in the University of Iași. You can see that the letters faculty, so the humanities, were almost half of the women. Then science is 36%, and medicine. So this is a graphic on the graduates in the 19th century. Anyway, female graduates represents only 5% from the total graduates at the time. So as a student, Elena was noted as an intelligent, serious, talented girl. She was also a painter, pianist, and very attractive. In 1896, one of the academics of Iași, Teohai Antonescu, professor of archaeology, was invited to dine at Erasmus young house. He writes down in his diary about sister Eliza, was the oldest, and Elena, and about the atmosphere in the house. So, first, the little charming detail. The older lady is ugly and thin, and her intellect is rather limited. Well, she has all the features of a girl that I would not deem appropriate for me and desirable. On the contrary, the younger one, so Elena, is pretty and quite intelligent. Mr. and Mrs. Densuciano had asked the eldest girl to wear luxurious clothes, while the younger was badly dressed. So if I were to fall in love, I should do it with the eldest and not with the younger. In 1898, she defended her doctoral dissertation,
and she got highest score in the field of breast neoplasm. Carefully guided by Professor Emil Pushkari, who became later in 1904 her husband. So we have on the left her doctoral dissertation, and on the right the certificate given by the university. After she defends her dissertation, she leaves for specialization in Paris in 1890, between 1899 and 1901. First at the laboratory of pathologic anatomy of Professor Cornil from the medical school, and then at the Pasteur Institute. She returns home and continuing her studies and working in different positions in the central hospitals in Bucharest and Iași. And the clinics of the two universities. She starts very soon participating in scientific academia. In 1899, for instance, in Paris, she collaborated with Bulletin en mémoire de la Société Anatomique de Paris, or to the Archives de Médecins Expérimentaux, about cicatrization, aseptic wound healing, and so on. Anyway, in the field of ophthalmology, she starts publishing late enough in 1909. And these are on the right two of her most important works, the glaucoma and surgery treatment of similar error. Anyway. Now, she was appointed ophthalmology professor in 1920. In the aftermath of the World War I, the Romanian academia became more fluid with transfer opportunities between the universities in Iași, Bucharest, and Cluj, considering that the University of Cluj reorganized, needed new teaching staff. So this was an opportunity for Elena Densusianu Pușcariu, whose husband was an equate professor in the Faculty of Medicine and the representative of the faculty of the Senate of the university. Furthermore, she was already involved in the teaching process as a lecturer, so an auxiliary teaching staff. In October 1920, she managed to get a series of 12 professors of the Faculty of Medicine in order to be appointed tenured professor of ophthalmology without a competition examination. So this was based exclusively on the professional file using some Article 81 of the Educational Law, which was supposed to be an exception, but which was too frequently taken advantage at the time. Anyway, so the Board of Faculty of Medicine discusses the issue of her appointment on 28 October 1920. And so the presentation report brings up the following arguments in favor of her appointment. So specialization in Paris, 30 scientific papers, competitions work in different medical positions, from junior physician to head of clinic, and so on, as well as a 10-year, day-by-day experience in working with students. So it's interesting that her husband, Emil Pușcariu, has obtained from voting and commenting, but he participated to the meeting. Anyway, the faculty board, united with the Senate, decides, consider the special merits of Elena Densusianu Pușcariu, much beyond all the other presented candidates. She's appointed professor in accordance with the provisions of Article 81, with 12 votes out of 70. Being as far as we could document first female professor in the field of ophthalmology, Elena Pușcariu was not, however, the first female university professor in Iași. 2 years earlier, in 1980, the mathematician Vera Miller had been accepted as a full professor of tenor at the Faculty of Science, which, after long debates, curiously did not concern her professional qualities, but her full right citizen capacity. Now, about her activity
Well, she proved to be a very good organizer. Out of, for instance, get some of the right, out of found of 300 time given to Faculty of Medicine, was provided for equipment she obtained for the clinic of ophthalmology, the biggest sum of 54,000. And then she established the library and clinic of ophthalmology in 1920, based at the beginning of her personal collections. Now, at the left you see a list with the 39 professor of medical faculty in 1933. She is number 21. You can't see this. She's the only one, the only woman in that list. And to the right, you can see the teaching staff of the clinic. So there were 4 women and 2 men. So in the center, down, it's Professor Elena Pushkari. Anyway, generally, women are present in a large number, almost equal with the number of men within the auxiliary teaching staff in the Faculty of Medicine in the University of Lyon. These are the right, the surgery of the ophthalmology clinic, and to the right you can see the table with the casts. So then some casts made by the Burrow. And here, in their base shape, because the university authorities are not interested in all the history of medicine. Some instruments per time. So the admission of female students in the university started very early in Romania compared to the Central and Eastern European area. It did not meet significant obstacles, and even if an issue was debated in some intellectual circles, there were no campaigns proper, either in favor or against the phenomenon. It is well true that by World War I, the number of female students who received academic degrees is lower than for men. Lower teaching positions are available at economic level in the front end of the 19th century, first in medicine and sciences. The highest academic positions are open to women quite early after World War I, though they still have the status of worthy exceptions until World War II. At the University of Bucharest, for instance, we have no case of female professors at all. Now, in the case of Professor Elena Nesușianu's appointment, not all the professors, all men, of course, so none objected to the fact that she was a woman. None was ironic or regarded her intellectual capacity or about the fact that she was Professor Emil Pușcariu's wife. But I cannot exclude possibility that such rumors might have circulated in private, especially that there were about 4 male candidates. Of course, Elena Nesușianu had a significant impact on the clinic she headed. She was a strong woman in man's work. She demonstrated strong scientific background and proved to be a model for her colleagues, for her students, and especially for female students in medicine. Thank you very much.